Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de notre rendez-vous Entre nous soit dit, avec ce soir le député Yossi Taïeb, récemment de retour sur les bancs de la Knesset, et que je suis très heureuse d'accueillir ce soir sur notre plateau. Bonsoir Yossi Taïeb. Bonsoir Galit. Comment allez-vous ? Très bien. Alors Yossi, moi je suis ravie, merci d'avoir accepté mon invitation pour partager ce moment. Alors, Entre nous soit dit, c'est un moment d'échange, vraiment à bâton rompu, où on va bien sûr aborder, j'ai beaucoup de sujets que je voudrais aborder avec vous. On va essayer, j'espère qu'on va avoir le temps de tous les aborder. Alors Yossi, juste pour faire un point pour nos téléspectateurs, vous êtes en Israël depuis l'âge de 15 ans, vous avez eu un parcours, voilà, vous êtes venu de France, né en France, vous avez fait votre aliyah à l'âge de 15 ans, vous avez eu un parcours normal, l'armée, après vous avez fait une yeshiva, mais vous avez fait l'armée. Tout à fait. Mais vous avez fait l'armée. Et puis vous avez été envoyé en shlichut pour l'agence juive en France pendant quelques années, 2 ans je crois. 2 ans et demi à Toulouse. 2 ans et demi à Toulouse, et puis voilà, vous avez monté, alors je sais que vous avez monté un mouvement de jeunesse, où il y a aujourd'hui un vrai mouvement francophone à l'intérieur de ce mouvement. Et puis, en 2018, vous, à l'occasion des élections municipales, vous vous présentez donc dans votre commune, Kiryat Yearim, sur la liste chasse, donc exact. sur la liste orthodoxe séfarade. Et puis en 2019, Aryeh Deri fait appel à vous pour être sur la liste pour, à ce moment-là, les législatives, donc les premières élections du long feuilleton électoral qu'on a vécu dans le pays. Et puis vous devenez en 2020 député grâce à la loi norvégienne, donc de juillet 2020 jusqu'à juin 2021. Vous êtes passé à cheval sur 2 Knesset, date à laquelle vous avez rendu donc son poste quand la nouvelle coalition s'est formée à votre chef de parti, à Aryeh Deri, avec donc la mise en place de cette nouvelle coalition. Donc, au sein du parti chasse, vous êtes le représentant des Olim francophones, et depuis quelques semaines, donc vous voilà de retour sur les bancs de la Knesset après la démission forcée d'Aryeh Deri. Si vous le permettez, on y reviendra dans le courant de l'émission. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la Knesset, membre de la commission de l'éducation, de la culture et des sports, membre de la commission de l'intégration et de l'Aliyah, et membre de la commission de la protection de l'enfance. C'est ça, je ne me trompe pas ? Alors, ça, en fait, c'était à la 23e, au début de la 24e Knesset. D'accord. Ceci dit, malheureusement, depuis le nouveau gouvernement, donc la nouvelle coalition dans la 24e Knesset, les députés de l'opposition n'ont pas leur représentation au sein de ces commissions, dont par exemple aussi la commission de l'Aliyah de la Klita, qui n'a pas encore vu le jour, n'est pas encore ouverte. Alors moi j'ai lu, on y reviendra aussi, parce que c'est un point que je voudrais aborder avec vous, parce que moi j'ai vu sur cette commission justement de l'Aliyah et de la Klita que c'est Chasse qui en est responsable. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas encore réunis ? On anticipe un petit peu non, mais c'est très bien. Je vais vous expliquer. Ce qui se passe en fait, Chasse est censé recevoir la commission de l'Aliyah de la Klita, est censé la présider le député Yaakov Mergui, un député avec un très long parcours, un député de 20 ans de Knesset, un pro des commissions. Je pense qu'il pourrait faire un travail merveilleux pour l'Aliyah d'une manière générale, pour l'Aliyah francophone d'une manière très spécifique. Cependant, nous nous trouvons aujourd'hui devant une coalition qui piétine l'opposition, qui piétine, je pense, les citoyens israéliens et la démocratie. Ceci dit, malheureusement, le partage des députés dans les commissions n'est pas adéquat au nombre de députés par rapport à leur parti. C'est la raison pour laquelle... Mais il y a un règlement intérieur. Alors, il ne le respecte pas. Alors, il ne le respecte pas. Le Bagat a demandé à ce qu'il
répondent à ce bagat, à la Cour suprême. À ce jour encore, malheureusement, le président de la Knesset, Miki Levy, n'a pas pris la décision d'ouvrir toutes ces commissions et bien entendu de les ouvrir avec une représentation adéquate par rapport aux partis, équilibrée par rapport à tous les partis. La peur de l'opposition est la suivante, c'est-à-dire que si demain on ouvre la commission de l'Alia de la Klita, par exemple, il se pourrait qu'une loi qui serait déposée, qui devrait être étudiée au sein de la commission de l'Alia de la Klita, du fait que là-bas, par exemple, il y aurait, une représentation importante, équilibrée, oui. La coalition peut demander à ce que cette loi ne soit pas étudiée au sein de cette coalition, mais passe par exemple à la Va'ada Tahouka, la Va'ada de la commission de la législation. Ce qui se passe donc, ce qui pourrait être dangereux, encore une fois, pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle l'opposition a pris la décision de mettre un veto et de ne pas ouvrir toutes les commissions, à part les commissions dont la Knesset ne peut pas travailler sans ces commissions. La commission de l'intérieur, la commission de l'intérieur, de la sécurité, de l'économie et bien entendu des lois de la législation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'ouvrons pas cette commission. Mais ce n'est pas une décision de chasse, c'est une décision qui a été prise par l'ensemble de l'opposition. D'accord. C'est la raison pour laquelle on respecte. Mais finalement, c'est l'opposition qui bloque sur l'ouverture de cette coalition. Entre autres, tout à fait. Entre autres, très bien. Alors, quand vous avez été député, vous avez consacré, et vous êtes vraiment démarqué par rapport à ça. C'est un travail qui a été vraiment unanimement reconnu, en tout cas l'impression que nous, au LIM de France, on avait eue à l'époque. Vous avez consacré vraiment votre temps à la Knesset, à favoriser la LIA, à améliorer les conditions des Olim. Vous avez même adapté un panier d'intégration, un Sal Klita spécifique aux francophones, aux Français, ou en tout cas à la LIA française, dans le but de favoriser vraiment l'intégration. Alors, ma première question, Yossi, elle pose justement sur votre capacité aujourd'hui. Vous l'avez dit, l'opposition aujourd'hui, elle a du mal à exister au sein d'une coalition qui l'écrase, bien qu'elle soit à peine majoritaire, puisqu'on rappelle qu'ils ont juste 61 sièges. Un député. Exactement, un député au-dessus de la majorité. Quelle est, vous, votre marge de manœuvre, finalement, aujourd'hui dans cette mission ? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, en ce qui concerne les lois qui vont être déposées par des députés d'une manière privée, c'est-à-dire que demain, je peux prendre la décision de déposer une loi qui va donner un certain avantage, par exemple, au LIM de France. Ça peut être la loi pour les handicapés, ça peut être la loi pour les pédologues que j'avais déposée à la 23e Knesset et au début de la 24e, qui a été reprise par la suite. Pour la reconnaissance du diplôme. Voilà, tout à fait. Qui a été reprise par le député Yom Tov Kalfon à son entrée à la 24e Knesset, j'en suis ravi. Ceci dit, ces déposes de lois sont des lois qui ont été déposées d'une manière privée. Il y a un accord entre coalition et opposition, et nous travaillons ensemble, main dans la main, pour le bien des citoyens israéliens. Ceci dit, arrivé malheureusement, dans la majorité des cas, les déposes de lois privées qui sont déposées par un député de l'opposition sont stoppées à ce qu'on appelle la Va'adat Sarim Lachakika, donc à la commission ministérielle qui étudie ces lois et prend la décision au nom du gouvernement. Qu'elles soient amenées à la est-ce qu'elles sont déposées en plénière ou pas. D'accord. Donc, à ce jour, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que toute loi déposées par un député de l'opposition, dont je fais partie, vont être déposées, vont être étudiées, vont arriver ou ne pas arriver en séance plénière, etc. Je pense que mon devoir est de savoir faire des accords avec des députés de la coalition pour pouvoir faire avancer les lois qui, à mes yeux, sont importantes, dont surtout les lois que je vais apporter pour le bien de la LIA de France. Bien entendu, notre force est réduite, que ce soit au niveau des budgets, au niveau de la force ministérielle, mais je pense que cet impact que j'ai eu avec les députés ou les ministres,
qui étaient députés et qui sont aujourd'hui ministres, dont par exemple la ministre de l'Alia et de la Clita. Qui est restée la même d'ailleurs. Qui est restée la même. Je suis en très bons termes. On se parle une fois par semaine. Je lui ai expliqué les lois que je voulais faire avancer. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci. J'espère, bien entendu, encore une fois, que les députés de la coalition signeront ces lois, en feront partie, pour qu'elles puissent avancer et arriver en séance plénière. Alors, à ce moment-là, je vais être je vais faire un peu de mauvais esprit, mais à ce moment-là, qui en aura le crédit? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est par exemple... Parce que je veux dire pourquoi je vous pose cette question. Parce que quand l'annonce a été faite que vous alliez reprendre donc, le siège d'Aryeh Deri qui devait démissionner, j'ai vu un appel personnel de Yom Tov Khalfon sur les réseaux sociaux qui vous appelait à lui donner vos idées. Et puis lui, il va s'en occuper, il va essayer de faire avancer les choses puisque maintenant il a du pouvoir et qu'il est dans la coalition. J'ai vu aussi passer le 31 janvier dernier une pétition, un appel, à l'appel du Rav Kling, donc une pétition qui vous appelle à collaborer avec Yom Tov Khalfon, sous prétexte donc, que vous êtes tous les deux des Olim de France, et puis, chose un petit peu bizarre à mon sens, c'est que vous êtes tous les deux d'origine tunisienne et de Sarcelles. Et sarcellois. Vous avez donc des points communs, et voilà, ce serait prétexte donc à vous réunir pour pouvoir travailler ensemble dans le bien des Olim. Alors ça, c'est très bien, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai vérifié ce matin encore, ça fait 2 semaines donc, que cette pétition est en ligne, et elle a recueilli 196 signatures, ce qui est un petit peu maigre pour pouvoir essayer de faire avancer les choses. Mais d'abord, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative ? Est-ce que vous allez... vous avez répondu tout à l'heure à essayer, oui, vous allez essayer de faire voter des lois, mais est-ce que c'est à travers la coalition ou c'est vraiment en partenariat avec Yom Tov Khalfon, finalement? Est-ce que vous allez répondre à l'appel du Rav Kling? Bon, tout d'abord, je pense que le premier point commun que l'on a ensemble, c'est tout simplement, nous sommes les deux juifs. Nous sommes les deux là, j'espère, à la Knesset, pour le bien de la communauté francophone, d'une manière très spécifique, en ce qui me concerne. Je pense que cette pétition n'avait pas lieu d'être. À mes yeux, il est évident que je suis dans l'obligation de travailler, entre autres, avec le député aussi Yom Tov Khalfon, comme je travaille avec d'autres députés. J'ai signé une loi avec la députée Naama Lazini du Parti travailliste. Il n'y a pas de souci. Je pense que oui, on doit travailler ensemble pour le bien de la communauté francophone. En parallèle à ceci, cela n'amène en rien, c'est-à-dire, c'est pas parce que je viens travailler avec Yom Tov Khalfon sur des sujets clés de l'Alia francophone que je cautionne ou que je donne une légitimité à l'acte qui, à mes yeux, est un acte d'arnaque du siècle envers la communauté francophone. Je pense qu'il faut d'abord comprendre que veut dire être un représentant d'une communauté. Je pense que, bien entendu, être représentant d'une communauté au sein de la Knesset, c'est de faire avancer des projets et des lois pour le bien de cette communauté, mais je pense qu'avant tout ça, c'est amener la voix de cette communauté au sein de la Knesset. Et je pense que la majorité de la Alia francophone, de la communauté francophone israélienne aujourd'hui, ne cautionne pas cet acte de siéger dans une coalition pour la première fois avec les frères musulmans, par exemple, et une coalition qui vient piétiner et essayer d'effacer le caractère juif du pays. Je pense que la communauté francophone, dans son ADN, est une communauté très sionisme, très à droite et très proche des valeurs juives très traditionnalistes. Je viens d'une famille traditionnaliste, je sais ce que veut dire le terme traditionnaliste, et je pense que l'acte d'avoir fait en sorte que cette coalition voie le jour, et de jour en jour ne pas voter contre cette coalition, c'est un acte qui vient et qui est contre la communauté francophone. Ça, à mes yeux, c'est quelque chose qui me dérange. Mais au-delà de la communauté francophone, c'est vraiment la communauté nationale, parce que finalement, un député comme Yom Tov Khalfon, qui se veut représentant d'une partie de la communauté francophone,
qui a fait campagne pour être à la droite de la droite, qui a fait campagne... Je disais l'arnaque du siècle. Qui a fait campagne pour aller chercher, qui a été chercher les voix une par une dans les communautés francophones du pays, et qui, après, vient et ne vote pas des lois qui devraient être dans son ADN idéologique. Je pense tout récemment à la loi pour la Itiachut Atseira, pour les jeunes implantations. Ce sont des convictions qu'il revendique, mais pour autant, au moment du vote, M. Yom Tov Khalfon s'est levé et a quitté l'Assemblée. C'est justement le problème. C'est-à-dire que je peux comprendre le contraste dans lequel se trouve le député Khalfon. C'est-à-dire que d'un côté, il se dit avoir une idéologie très à droite, une idéologie qui est pour la terre d'Israël, pour la Torah d'Israël, pour le Ham Israël. Il pourrait faire partie, par exemple, du parti de Smotrich, d'Abait Hayoudi. Je pense que là-bas se trouve son vrai ADN. Ils étaient tous là-bas, au départ, ils étaient tous ensemble. Tout à fait. Le problème est aujourd'hui que Yom Tov Khalfon se trouve dans un contraste qui, d'un côté, il a l'obligation de faire partie de la coalition, puisqu'il en fait partie, donc il doit voter avec la coalition. Donc je ne sais pas comment il dort comment il s'endort la nuit. Personnellement, je pense que ça doit être très difficile pour lui. Bennett a dit qu'il dormait bien. Non, Bennett peut-être, je pense que Yom Tov Khalfon ne dort pas bien. Pourtant, il est très virulent. On ne peut plus l'inviter sur un plateau sans qu'il invective son interlocuteur, si c'est un interlocuteur de l'opposition, sans qu'il hurle. Franchement, c'est devenu le pitbull de service de la coalition. Malheureusement, encore une fois, c'est ce que je disais, je pense qu'il a la difficulté à vivre ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il est en train... Donc vous le voyez sur la défensive. Je le vois tout à fait sur la défensive, tout au long de la ligne. Je pense que ça ne va pas tenir longtemps. Je pense que va arriver le moment où il va devoir prendre une position. J'espère ça ne va pas prendre trop de temps. Il a aujourd'hui la possibilité de faire tomber ce gouvernement. Enfin, on a perdu espoir. Alors, personnellement, non. Je pense que j'ai encore espoir en lui. Tout d'abord parce que c'est un thune, deuxièmement, c'est un Sarcellois, et puis avant tout, c'est un juif. Je pense qu'il a, dans son ADN, il a vraiment cette envie de voir la Itiachut Tseira voir le jour, être branché à l'électricité. Et il n'a pas la possibilité, si vous voulez, de mettre en avant ce qu'il a vraiment envie de faire. Bien sûr, mais personne dans cette coalition, puisqu'il n'y a qu'un seul maître à bord dans cette coalition, c'est Raham, c'est Mansour Abbas, et c'est eux qui sont les faiseurs de roi aujourd'hui de cette coalition, qui décident si elle continue ou si elle s'effondre. Il en fait partie. Et il en fait partie, mais bien entendu. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même la 61e voix de ce gouvernement. Ouais. Alors, il est vrai qu'il est norvégien, contrairement à moi aujourd'hui, mais il a la possibilité, oui, de voter, de faire un vote qui ferait tomber ce gouvernement. Alors, il sera peut-être éjecté juste après ce vote. C'est peut-être sa difficulté aussi. Mais je pense que lorsqu'on vient représenter une communauté, il faut des fois savoir aussi prendre ses responsabilités et savoir aussi faire un vote qui, oui, va peut-être à l'encontre de ce que la coalition de son demande, groupe en tout cas, etc. De son groupe. Bon, on a vu Amichai Shikli qui arrive lui très bien à le faire et qui effectivement dont le sommeil doit être meilleur que celui de M. Khalfon qu'on salue ce soir. Alors, par contre, on a vu Yom Tov Khalfon faire des discours très sionistes, très virulents au perchoir de la Knesset. Donc c'était son premier discours qui était un discours magnifique. Franchement, on aurait aimé que derrière son comportement suive ce discours. Il a dit quelque chose et dans les faits, il fait autre chose. Et puis là, tout récemment... Et c'est l'ADN de Yamina. C'est l'ADN de Yamina, bien entendu. Ils sont très bons dans les discours. Bien entendu. Des discours très à droite, ce qu'on disait, même Chalet Yémine, malé. Malheureusement, qu'est-ce qu'il se passe en parallèle à ceci ? La Knesset, ce n'est pas juste des discours. Alors oui, en séance plénière, on dit à haute voix ce que l'on pense, mais après, il faut amener ça à des actes. Exactement. À des actes, à des lois, à des votes. Malheureusement, aujourd'hui, entre ce qui est dit et ce qui est fait,
il y a un fossé immense, et c'est justement, je pense que c'est le contraste dans lequel se trouve, entre autres, le député Yom Tov Khalfon. Je pense que d'autres députés aussi se trouvent dans le même problème. Mais ce qui m'agace, c'est que cette coalition n'a pas d'ADN. Elle n'a pas d'objectif. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Elle n'a aucune colonne idéologique. vertébrale, bien entendu que non. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que cette coalition est une coalition anti-Bibi, point barre. C'est-à-dire que toute chose qui va venir à l'encontre de cet objectif sera mis de côté. Et malheureusement, je vois que de plus en plus, notre député Yom Tov Khalfon en prend parti. De plus en plus. Il n'a plus que ça comme argument. De plus en plus, malheureusement. Comme argument. Donc, on peut l'appeler peut-être ce soir. Encore une fois, la caméra. Je pense qu'il a l'obligation de quitter ce gouvernement, de quitter cette coalition, non pas le gouvernement, et de faire tomber ce gouvernement. Il a la possibilité aujourd'hui de le faire. Il a l'obligation envers la communauté francophone de le faire. Alors après, que va-t-il devenir par la suite ? Je pense que on peut en discuter, les options sont ouvertes. Il faut juste qu'ils prennent la décision de vouloir le faire. Oui. Alors de toute façon, cette coalition ne pourra tomber que de l'intérieur. Malheureusement, c'est très très difficile de faire tomber des coalitions de l'extérieur. Alors là, j'aimerais qu'on parle un petit peu parce que de la communauté que vous représentez, vous. Donc comme on l'a dit, vous représentez donc une communauté Harédite, vous faites partie du parti orthodoxe séfarade Chasse, dont le chef spirituel était le Rav Ovadia Yosef et le chef historique est Aryeh Deri. Alors, comment est-ce que la communauté que vous représentez, comment est-ce que vos électeurs vivent les déclarations et les mesures du ministre de l'économie et des finances, Avigdor Lieberman? Est-ce qu'il a... Il y a eu cette loi récemment de la conscription qui est passée en première lecture. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis, est-ce que, surtout, à vos yeux, est-ce que la politique et les accusations et les attaques permanentes qui sont menées contre la communauté que vous représentez, est-ce que pour vous, ce n'est pas un peu de l'antisémitisme ? J'aime pas ce terme. J'aime pas ce terme parce que je pense que lorsqu'on emploie ce terme... le terme antisémite est un terme qui ne peut pas, on ne peut pas l'utiliser pour un juif. Je peux, oui, être d'accord que les propos sont antisémites. Lieberman, aujourd'hui, a des propos qui sont des propos qui sont antisémites. Cette vidéo qui avait été publiée par le chef aujourd'hui, par le président de la commission des finances, le député Alex Kouchner, personnellement, je n'ai pas vu de vidéo comme celle-ci, à part en Allemagne dans les années 40. Alors, expliquez un petit peu à nos téléspectateurs. On parle tout simplement d'une vidéo où on voit là-bas des religieux, voire orthodoxes, qui prennent l'argent du pays, sont ceux qui contaminent les citoyens israéliens avec le Covid. Je pense que ce sont des caricatures qui n'ont pas lieu d'être. C'est vraiment digne des pires régimes tout à fait. antisémites. Donc malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes de cette coalition, dont Lieberman et son parti, utilisent des caricatures, utilisent des vidéos, utilisent des termes qui sont, oui, aujourd'hui, des termes antisémites. Lorsque au sein d'une campagne, on dit que l'on va mettre tous les orthodoxes dans une brouette, on va les jeter à la poubelle, je pense que ce sont des termes qui n'ont pas lieu d'être, tout d'abord dans la politique, et non pas dans la politique israélienne et pas en Israël. Donc oui, ce sont des propos antisémites. Alors, il est vrai que je fais partie d'un parti qui est séfarade, voire / orthodoxe. Je pense que la force que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en faisant partie d'un parti qui se fait passer un peu pour un parti sectoriel, j'essaye de ne pas être sectoriel. C'est-à-dire que j'arrive à représenter la communauté francophone dans sa totalité, religieux, non religieux, kippa ou sans kippa, traditionnalistes, font Shabbat ou ne font pas Shabbat. Car mon objectif est la représentation de la communauté francophone et du judaïsme francophone comme on l'a vécu en France. En France, on n'avait pas ces étiquettes de religieux, orthodoxes, séfarades, ashkénazes.
Et je pense que, et c'est ce que je disais dans mon premier discours à la Knesset, je disais que la communauté francophone a une allergie à ces tiroirs d'identité. Oui. Et je pense que le judaïsme francophone, la Aliyah francophone a beaucoup amené à la société israélienne sur ce plan-là. Alors, c'est vrai que c'est un peu... ça choque un peu parce que je fais partie d'un parti qui est sectoriel, Oui, mais effectivement, séfarade, orthodoxe. là où c'est vrai ce que vous dites, c'est que même moi, en tant que, je me considère comme traditionnaliste francophone en Israël, les propos de M. Lieberman me choquent profondément, alors que je ne fais pas partie de la communauté orthodoxe séfarade. Tout à fait, parce que je pense que ces propos n'ont pas lieu d'être. Je pense que la communauté francophone, encore une fois je le dis, a vécu un judaïsme ouvert. Les gens sont épanouis autour de ce judaïsme, ont su... c'est ce que la Torah nous apprend à être. Mais au-delà des Vechai propos, bahem, la Torah est là pour nous donner la vivre. au-delà des On doit propos vivre de cette Torah. M. Lieberman, il y a aussi des actes quand même. Il y a de la discrimination en ce moment. On assiste quand même à des discriminations. On sait que la première mesure qu'il a souhaité prendre en devenant ministre de l'économie et des finances, c'était de couper les subventions pour les crèches au public religieux. Alors, effectivement, pour l'instant, il voulait le faire de manière immédiate. Donc, ça ne laissait pas le temps aux familles de se retourner. La Cour suprême a retoqué cette demande. Après l'appel du député Moshe Herbel de Chasse. Exactement. Mais par contre, elle ne l'a pas annulée. Elle l'a juste reportée à la rentrée prochaine. Mais ça, ce sont quand même des actes... alors, moi, je les vois comme une discrimination. Mais ceci dit, il y en a qui voient ça comme juste un réajustement. Quelque chose qui voit ça, les gens voient ça, d'autres publics voient ça comme juste un rééquilibrage des choses parce qu'ils prétendent que, effectivement, les religieux auraient des avantages ou ont des avantages que n'ont pas le reste de la population. Vous répondez quoi à ça ? Tout d'abord, non, les religieux n'ont pas d'avantages supplémentaires aux citoyens israéliens. Tout citoyen israélien peut avoir l'avantage qu'a une famille religieuse, voire orthodoxe. Par exemple, sur les crèches. Cependant, on a aujourd'hui, malheureusement, oui, au sein de cette coalition, le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, qui s'est mis comme objectif d'effacer tout acquis des partis religieux, voire orthodoxes, au sein des coalitions précédentes. Il s'est mis ça comme objectif. Ce qui m'embête aujourd'hui, ce n'est pas Lieberman. Ce qui m'embête, c'est de voir des députés, comme Yom Tov Kalfon, par exemple, qui prennent part ou qui sont d'accord peut-être avec certains, avec certains propos, dont par exemple le fait que la pauvreté en Israël est à cause des orthodoxes. Alors, il ne faut pas oublier que ce gouvernement a effacé le programme qui avait été mis en place pour essayer de pousser le monde orthodoxe dans le monde du travail. C'est-à-dire que d'un côté, on accuse les orthodoxes de ne pas faire partie du monde du travail, bien que 86% des femmes orthodoxes travaillent, 50% des orthodoxes hommes travaillent. Ça ne suffit pas peut-être, mais il y a un changement. Est-ce que vous il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Est-ce que vous comprenez l'argument de l'effort national ? L'argument où on dit qu'ils ne participent pas suffisamment à l'effort national. Je vais vous dire, personnellement, je connais beaucoup d'associations qui, à leur tête, se trouvent des orthodoxes, dont les personnes qui travaillent à l'intérieur sont orthodoxes. Je vous donne des exemples. Yad Sarah, Yedidim, Yad Ezra, Zaka, et il y en a des centaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on me dit qu'un jeune orthodoxe, par exemple, ne va pas à l'armée, c'est une question sur laquelle il faut débattre, sur laquelle il faut discuter. Je pense que des décisions comme la loi qui va venir obliger un orthodoxe... Alors j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, cette loi, pour que nos téléspectateurs la comprennent bien. Je vais y toucher. Je pense que cette loi ne peut être votée que lorsque les partis orthodoxes et religieux font partie de la coalition
et qu'ils en prennent part. On ne peut pas aujourd'hui venir essayer d'éduquer un public, de le pousser à une chose qui, à ses yeux, pour une raison ou une autre, on le développera ensemble, ont décidé d'étudier la Torah et de ne pas aller à l'armée, car ils ont cette foi que l'étude de la Torah, oui, en parallèle, garde aussi nos soldats. C'est cette étude de la Torah, cette garde des caractères juifs, du peuple juif, qui a gardé ce peuple en tant que peuple. Les Romains ont disparu, les Grecs ont disparu, les Juifs sont toujours là. Car les Juifs ont cette Torah qui, depuis Moshe Rabbeinu, depuis Moïse, jusqu'à ce jour, n'a pas changé. Aujourd'hui, si j'ouvre le rouleau de la Torah et qu'il y a une lettre en moins ou une lettre en plus, ou une lettre attachée, le Sefer Torah n'est pas cachère. Tout simplement pour une raison, c'est que cette Torah ne change pas. Elle évolue sur le plan des commentaires, sur le plan de l'explication par rapport à l'évolution du monde moderne. Oui, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas le gaz, etc. Mais cette Torah s'adapte tout en restant dans le fil de la halakha. En quoi est-ce que ce n'est pas compatible? Parce que est-ce que vous pouvez comprendre une famille traditionnaliste, même d'Atiléomite, qui va envoyer 4 fils à l'armée, se battre sur le front, et qui va peut-être considérer à un moment donné qu'étudier la Torah, c'est pas incompatible avec servir son pays et faire l'armée, juste pour faire comme les autres et pour qu'il n'y ait pas, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Parce que les enfants, ils risquent leur vie quand même. On le sait, on sait le prix que paye ce pays. Je vais vous dire, j'ai fait mon service militaire, mes frères l'ont fait, j'ai un frère aujourd'hui à Netzach Yehuda. Sur le plan personnel, je pense que celui qui n'étudie pas la Torah doit aller faire son service militaire. C'est-à-dire que cette loi n'est pas une loi pour orthodoxes ou non orthodoxes, cette loi est une loi pour les personnes qui étudient la Torah ou qui n'étudient pas la Torah. Ben Gourion, lui, il avait compris. Il avait compris que le peuple d'Israël avait besoin, en parallèle de notre armée, d'avoir, si vous voulez, une armée spirituelle qui serait là pour continuer à amener cette force spirituelle du peuple juif en Israël. Aujourd'hui, j'appelle, et d'ailleurs je pense que tous les députés de mon parti, dont le chef du parti Aryeh Deri, et dont aussi le chef spirituel, le Rosh Yeshiva Chacham Shalom Cohen, on a un message qui est clair. Quelqu'un qui n'étudie pas, qui n'est pas vraiment plongé dans l'étude de la Torah, doit aller faire son service militaire. Celui qui est prêt à sacrifier, il faut comprendre qu'aujourd'hui, étudier la Torah, vous savez, ça nous paraît comme des études à la fac, je vais étudier, voilà, je vais faire des études de biologie ou de sciences. Non, l'étude de la Torah, c'est une vie. C'est pas juste ouvrir un livre et étudier. Donc pour vous, c'est pas compatible, on peut pas faire les deux. Non, alors je vais m'expliquer. C'est sacrifier une vie entière autour de l'étude de la Torah. C'est sacrifier sa famille sur le plan économique, c'est sacrifier, si vous voulez, les vacances, le confort, mais c'est aussi sacrifier toute une vie de quelqu'un qui est prêt à s'asseoir, à étudier cette Torah pendant 15, 16, 17, des fois 18 heures. Je pense qu'il est très compliqué de prendre aujourd'hui un élève d'une yeshiva et de lui dire, écoute, tu vas étudier la Torah, mais en parallèle, tu vas aller à l'armée. L'armée aujourd'hui n'est pas juste un service militaire, mais aussi un processus éducatif. Et à ce jour, malheureusement, je pense que l'armée n'est pas encore prête à pouvoir accueillir d'abord plus de 50 000 élèves de yeshiva. C'est une chose qui est impensable. Et d'ailleurs, c'est ce qui me dérange dans cette loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre des effectifs dont ils savent très bien que le monde orthodoxe ne pourra pas y arriver, c'est la première chose. 2, je pense que le fait de vouloir éduquer, de pousser de force, c'est une chose qui va au contraire, qui va amener l'effet inverse. Le monde orthodoxe est rentré dans ces 10 dernières années de plus en plus à l'armée, rentre de plus en plus dans le monde du travail. Il y a un processus qui est là, qui se met en place.
Donc là, Je pense que le fait que cette coalition c'est cette aujourd'hui... modernité que vous parliez tout à l'heure, vous disiez, la Torah, c'est toujours la même, mais elle a évolué avec son temps. Donc là, est-ce qu'on est en train d'assister à une véritable évolution du monde haredi? Bien sûr, mais tout en restant dans le monde, dans le cadre de la halakha. Et c'est justement ce qui me dérange dans cette coalition. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer juste la substance de cette nouvelle loi de conscription? Cette nouvelle loi, d'abord, propose deux choses. La première, c'est tout d'abord des effectifs qui vont obliger une quantité d'élèves de yeshiva pour la première, deuxième et troisième année à venir qui vont rentrer de faire leur service militaire. Alors, le problème, c'est qu'ils se sont basés sur des données qui sont fausses. L'armée elle-même est venue aux commissions des affaires étrangères de la sécurité et a dit que ces données n'étaient pas bons. Ils étaient faussés. Mais eux, la coalition a décidé de se baser sur ces données qui sont très élevées et les faire entrer dans la loi. Le problème est que dans la mesure où la communauté orthodoxe ne rentre pas dans les effectifs, et n'amène pas, si vous voulez, assez d'élèves dans l'armée, la loi, en fait, amènerait à des exemptions. Des exemptions de budget, mais aussi pénales envers ces élèves. Ah non, des sanctions? Tout à fait, on parle de sanctions. On parle de sanctions. De sanctions pénales. Ah, je ne savais pas qu'on parlait de sanctions. Oui, bien entendu, mais c'est justement ça notre problème. C'est-à-dire que les partis orthodoxes aujourd'hui, et religieux aussi, ne peuvent pas vivre avec le fait que dans un pays juif, quelqu'un qui veut étudier la Torah peut arriver en prison et être amené à des problèmes pénals. Alors, le problème aujourd'hui est quoi? Et que tout d'abord, ces effectifs, ces chiffres sont faux, et c'est à partir de ce moment-là où on décide d'un chiffre qui est faussé, et on met la ligne rouge très haute, on arrive à 80% de chances que ces élèves ou ces yeshivot soient pénalisés. Deviennent hors la loi. Deviennent hors la loi, dans un pays juif. C'est le premier problème de cette loi. Le deuxième problème de cette loi, c'est tout d'abord, il n'y a pas eu de discussion avec les partis orthodoxes qui auraient pu peut-être réfléchir. La loi aurait pu être travaillée et aurait pu être amenée avec un accord entier entre coalition et opposition. D'ailleurs, c'est ce qu'il y avait eu au sein de certaines Knesset et qui avait été repoussé par la Cour suprême. C'est le premier point. Le deuxième point est d'exempter des élèves à partir de l'âge de 21 ans. Alors, ce qui cause aujourd'hui un problème aussi, c'est qu'on va obliger, si vous voulez, des personnes qui aujourd'hui se sentent bien dans le monde de l'étude. À 21 ans, moi, à l'âge de 21 ans, je commençais mes études rabbiniques. Alors, me donner aujourd'hui la possibilité de sortir dans le monde du travail sans avoir une préparation, sans avoir mis en place un vrai programme qui va faire en sorte que cet élève qui a fait la yeshiva, qui aujourd'hui veut sortir dans le monde du travail, donne-lui la possibilité de pouvoir avoir un programme qui va l'aider, qui va l'épauler. Dans la majorité des cas, le monde orthodoxe à 21 ans sont déjà mariés, voire peut-être avec un enfant. Donc il va être très difficile pour lui de rentrer dans le monde du travail et d'acquérir, si vous voulez, un métier qui va pouvoir lui donner, par exemple, dans le monde du high-tech. Parce qu'il n'a pas eu le baccalauréat, donc il y a tout un travail à faire en parallèle. Alors, ce n'est pas très clair pour moi, cette histoire d'exemption à l'âge de 21 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu, ils ne font pas l'armée, ils continuent à étudier. Tout à fait. Mais seulement jusqu'à 21 ans. À 21 ans, on les oblige à aller, travailler? À 21 ans, on les exempte de l'armée. Donc, mais jusqu'à 21 ans. Ils n'ont plus l'obligation de faire l'armée à D'accord. partir de 21 ans. C'est-à-dire que quelqu'un a pris la décision d'étudier jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais à 18 ans, on ne l'oblige pas d'aller faire l'armée? Non, alors à 18 ans, il a oui l'obligation d'aller faire l'armée. Mais il peut décider de continuer à la yeshiva. Demander un report. Voilà, il repousse en fait son service militaire D'accord. jusqu'à l'âge de 21 ans. Pendant cette année, cet laps de temps, donc les années vont passer, le monde orthodoxe, la communauté orthodoxe va être obligée de donner des effectifs à l'armée. D'accord. Dans la mesure, si les effectifs sont atteints, le surplus a le droit d'obtenir une exemption. Tout à fait, à partir de l'âge de 21 ans, et de rentrer dans le monde du travail. J'ai compris. Alors, ce qui est embêtant, encore une fois, c'est que cette coalition a pris des décisions de venir éduquer une communauté
sans en parler, sans essayer d'avoir des échanges, cette coalition a un but, c'est de venir et d'essayer d'effacer le caractère juif du pays. On le voit sur le monde. Il y a des efforts qui sont faits effectivement dans ce sens. On le voit sur les réformes de la cache-route, sur la réforme des conversions, etc. Sur le fait de vouloir effacer cette institution qui est l'institution du grand rabbinat d'Israël. Ce qui me rend fou, c'est que lorsque j'entends les députés de Yémina crier on a gagné lorsqu'ils ont fait passer une loi qui va donner la possibilité de mettre en avant la Torah du Rav Kook, qui lui a créé le grand rabbinat, de la main gauche, vous venez et vous effacez le grand rabbinat d'Israël. Je pense que tout ce qui est en rapport avec la religion et l'État, tous ces problèmes de religion et d'État doivent être traités, en ce qui concerne la religion, au sein du grand rabbinat d'Israël. Ce qu'essaye de faire aujourd'hui le ministre des Cultes, de s'approprier toutes les forces et de mettre de côté les grands rabbins d'Israël et le grand rabbinat, je pense que c'est une chose catastrophique sur la longue. Sur la courte durée, on ne va peut-être pas s'en rendre compte, mais sur la longue durée, on va arriver à, par exemple, à ce que les réformistes, par exemple, viennent et prennent des décisions ici au sein de la Knesset. On a cette semaine encore, au sein de la commission des cultes, on va avoir un débat sur les mariages mixtes, sur le mariage civil. Je pense que nous, en tant que Français, nous sommes battus tout au long de ces décennies pour que nos enfants en France soient français, mais ne soient pas civilisés, continuent à se marier entre juifs. C'est aberrant d'aujourd'hui se rendre compte qu'en Israël, le seul pays juif du monde, on va devoir peut-être faire attention à nos enfants pour qu'ils demain ne se marient pas, par exemple, avec quelqu'un dont sa judéicité n'est pas claire. Oui, mais justement, ces gens-là, ces personnes, cette communauté, parce que c'est une communauté aussi, au même titre que les Haredim, on a une communauté, une partie du pays, de gens dans ce pays, qui n'ont rien demandé, qui sont venus, qui ont été amenés, qui ont été acceptés dans ce pays. D'accord ? Et aujourd'hui, on leur dit, vous ne pouvez pas vous marier comme tout le monde, vous ne pouvez pas accéder au même... C'est un problème, il faut trouver une solution. Vous, par exemple, pas vous en tant que personne, mais en tant que parti, j'ai envie de vous demander quelle est votre proposition pour régler ce qu'on disait tout à l'heure, le problème de la conscription des jeunes Haredim, et là, pour les mariages civils, etc., est-ce que vous avez des solutions à proposer aussi à cette communauté ? Parce qu'à un moment donné, il va falloir élargir si on veut revenir au pouvoir. Tout d'abord, on avait proposé à ce qu'il y ait des effectifs. On n'avait pas de problème avec les effectifs, mais que les effectifs ne soient pas écrits dans la loi, mais soient travaillés et décidés par le gouvernement, par exemple. Une chose qui n'a pas été acceptée par cette coalition. Je pense qu'aujourd'hui, le monde orthodoxe et les partis orthodoxes sont ouverts. On comprend qu'il y a un sujet clé qui est là, et il faut le travailler, il faut trouver une solution. Mais je pense que la manière dont ça a été fait n'est pas la solution. Alors, j'ai envie de vous dire, vous savez, on amène les problèmes et on cherche des solutions. Personne n'a demandé à Lieberman d'amener une quantité folle de non-juifs ici en Israël. C'est-à-dire que d'un côté, l'État d'Israël, pendant des décennies, a fait monter des personnes qui n'étaient pas juives en Israël. Ces personnes, aujourd'hui, oui, beaucoup d'entre eux font, par exemple, le service militaire. Ils sont israéliens. Ils sont nés ici. Mais alors, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a créé un problème et on cherche des solutions. Mais personne ne vous a demandé à créer ce problème. Du coup, est-ce que cette réforme, par exemple, de la... Il ne faut pas oublier, Galit, nous sommes dans un pays juif, le seul pays juif du monde. Oui, bien sûr. Et il faut conserver ce caractère juif, bien entendu. En Israël. Bien entendu. Et pas en Ouganda. Bien sûr. Mais est-ce que ces personnes-là qui sont nées ici, qui ont grandi ici, et à un moment donné, on leur dit, vous allez faire l'armée, vous avez les mêmes devoirs que tout le monde, ils se sentent appartenir à cette communauté nationale. Et
un jour on leur dit vous n'êtes pas juif. Est-ce que eux, on ne peut pas justement faciliter leur conversion? Est-ce que c'est pas et pourtant je ne suis pas d'accord avec 99,9% de ce que fait cette coalition. Mais est-ce que là, on n'a pas un vrai sujet à régler et se dire peut-être que c'est pas si mauvais de faciliter la conversion pour ces personnes-là? Il faut comprendre qu'il y a une différence entre la nationalité et la judaïcité. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. On ne peut pas aujourd'hui demander à la halakha de faire des compromis pour pouvoir rendre la nationalité en judaïcité. La judaïcité a été décidée par la halakha, est écrit dans notre Torah. Israël, le peuple d'Israël, la religion juive ne cherche pas des convertis de force. Nous ne sommes ni l'islam, ni le christianisme. La Torah, nous oblige à accepter le converti dans la mesure où il est prêt à accepter les règles de la Torah et de les pratiquer. On ne peut pas aujourd'hui, sous prétexte de problèmes de nationalité, de remettre en cause la judaïcité. La halakha est la seule ligne directive du peuple juif. Elle doit être décidée par le grand rabbinat d'Israël qui est juif et qui ne l'est pas. On ne peut pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un parti ou un député orthodoxe ou non de venir de prendre une décision au sein de la halakha et de faire des compromis pour régler un problème national. Israël a un problème national, mais en parallèle à ça, la Torah, le peuple juif, la halakha ne peut pas faire de compromis sur des choses qui ne sont pas écrites dans la halakha. Alors, il y a certaines possibilités dans la mesure... Au cas par cas, est-ce que ça ne peut pas être fait au cas par cas? Mais c'est ce qui est fait aujourd'hui. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est justement le cas par cas. Mais aujourd'hui, il paraît que c'est un parcours du combattant. Alors ça, je sais pas. C'est le grand rabbinat d'Israël qui vient et qui a mis des directives, et dont ces directives avec tout un programme qui est mis en place. La personne rentre dans ce programme, passe tout le processus, comme ce qui se passe avec le grand rabbinat, avec le Beddin de Paris, par exemple. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, donner l'obligation au Beddin de Paris d'accepter toute personne qui décide demain d'être juive par raison que, je ne sais pas, le père est juif ou le frère est juif. Malheureusement, aujourd'hui, on a des partis qui essayent de faire passer un message comme quoi le monde orthodoxe n'est pas prêt à accepter ces gens. Non, le monde juif doit, pour garder le peuple juif mais pour garder ce peuple en tant que peuple, en tant que peuple juif, et cette nation comme État du peuple juif. Comme État juif, nous avons l'obligation de mettre des barrières. Ces barrières-là sont là. Alors, on va avancer parce que, malheureusement, le temps nous rattrape. Alors, je voulais qu'on revienne, comme on a dit tout à l'heure, sur le cas d'Aryeh Deri. Donc, vous avez retrouvé votre siège, comme vous disiez, pas de manière norvégienne, suite à la démission donc, du chef de votre parti, Aryeh Deri. Aryeh Deri donc, a dû démissionner suite à un accord qu'il a signé avec le bureau du procureur, dans le cadre d'une procédure ouverte il y a 6 ans, avec comme chef d'accusation la corruption, et qui s'est conclue par un accord donc, et une amende fiscale de quelques 180 000 shekels, d'après ce que j'ai lu dans la presse. À votre avis, est-ce qu'Aryeh Deri a été victime d'une cabale? Si oui, dans quel but? Est-ce qu'aujourd'hui, de quelle manière est-ce qu'il va rester présent dans la vie politique, dans la vie du parti, et dans quelle manière est-ce qu'il va continuer à en être le chef? Il ne faut pas oublier que cette affaire a commencé il y a 6 ou 7 ans maintenant. Cette affaire a été enquêtée. Quelques mois après l'ouverture des enquêtes, la police s'est rendue compte qu'il n'y avait rien. Il n'y avait ni fraude, ni blanchissement d'argent, ni corruption, dont les titres principaux de cette enquête. Pour une raison qui me semble... politique ? Peut-être politique, mais je pense surtout, ils ont vu en Aryeh Deri l'homme politique qui venait représenter
la couche sociale basse d'Israël. Et ils ont essayé, si vous voulez, de le mettre à la touche. Même le Yoetz Hamishpati, je dirais le Yoamash, le Yoetz Hamishpati le conseiller judiciaire juridique du gouvernement. Lui-même a dit on a créé des titres, une montagne pour accoucher d'une souris. Pour accoucher d'une souris, une petite. Des milliers de cas comme s'est retrouvé à Aryeh Deri sont ouverts en Israël, des procédures sont ouvertes. Elles terminent avec une amende devant le fisc et puis affaire classée. Malheureusement, ils ont vu en Aryeh Deri la personne qui venait représenter une grosse communauté. Peut-être aussi à cause de ses antécédents. Peut-être aussi à cause de ses antécédents. Cependant, Aryeh Deri, il a dit à haute voix, devant le parquet l'a accepté, le juge l'a accepté au tribunal, qu'il ne quitterait pas la vie politique, juste il démissionnerait de la Knesset, jusqu'à la fin de ce mandat, et se représenterait au prochain mandat. Aryeh Deri, aujourd'hui, continue à prendre part des commissions, des chefs de l'opposition. Je pense qu'il est un des piliers principaux aujourd'hui de cette opposition. Il fait partie des commissions du parti tous les lundis à la Knesset. Donc c'est toujours le chef du parti. Il mène le parti, il continue à être le chef et le leader du parti. Je pense qu'ils ont essayé, et d'ailleurs c'est ce qui leur dérangeait, lorsque Aryeh Deri, en étant à l'extérieur de la Knesset, arrive à faire flamber les citoyens israéliens, a mis à l'ordre du jour le pouvoir d'achat, je pense que c'est quelque chose qui les a rendus un peu dingues. Là, vous parlez du petit film, des vidéos que vous avez sorties, que Chasse a sorti. Je parle d'un petit film que Chasse a sorti, qui a mis en évidence et à l'ordre du jour l'augmentation des prix, mais aussi la baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un député sortant, chef d'un parti, entre guillemets, sectoriel, arrive à prendre autant d'ampleur autour d'un sujet qui est aujourd'hui, je pense, le sujet principal des citoyens israéliens. Effectivement, bravo à Chasse, parce que franchement, ça a été une campagne percutante, forte, et c'est elle qui a lancé... Une campagne qui a lancé, et d'ailleurs, on continue. Le mouvement... Demain, le député Uriel Bousseau de Chasse met en place une commission avec le député Michael Bitton, qui est de Kahol Lavan, de Bleu-Blanc, justement pour étudier et mettre encore une fois à l'ordre du jour le problème du pouvoir d'achat. Ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, au sein de cette coalition, on a le Parti travailliste, qui aurait dû normalement, lui, mettre ça à l'ordre du jour, et ça aurait dû être son cheval de bataille. Exactement. De bataille. Aujourd'hui, la ministre du Transport, Merav Michaeli, qui est la chef du Parti travailliste, augmente les prix des transports en commun. Dans certains secteurs, dont la périphérie. Donc je pense qu'un parti qui se dit social, comme par exemple le Parti travailliste, aurait dû aller avec ce flambeau en force et remettre en place le ministère des Finances Lieberman. Cependant, ils ont décidé, une raison, encore une fois, qui à mes yeux, j'arrive pas à comprendre, comment est-ce qu'un chef de parti social, dont son cheval de bataille a été pendant des décennies, le social, accepte, travaille main dans la main avec les décisions de Lieberman. Aryeh Deri, il faut comprendre que pendant toutes les dernières coalitions, Chasse a pris de l'argent de coalition, 1,3 milliard de shekels, et l'a redistribué, non pas, comme essaye de faire croire Lieberman, à son public sectoriel, mais l'a distribué à toute la couche basse d'Israël, que ce soit sur le baisse de l'eau, du prix de l'eau, le baisse du prix de l'électricité, le baisse des transports en commun. Alors effectivement, à l'époque, aujourd'hui, tout le monde reconnaît aujourd'hui Aryeh Deri comme ayant été un des meilleurs, sinon le meilleur ministre de l'Intérieur et de la périphérie. Il avait d'ailleurs élargi son champ d'action
à la périphérie. Et effectivement, aujourd'hui, alors que effectivement c'était, on va dire dans les années 80, même dans les années 90, le social au niveau local était tenu beaucoup par la gauche israélienne. Meretz, je pense, au niveau local, tenait les municipalités. Et aujourd'hui, effectivement, dans la périphérie, il y a beaucoup de social est fait par le parti Chasse. Il ne faut pas oublier qu'en 2020, au sein de la crise du Covid, le seul ministre qui a pris la décision de venir en aide à cette couche sociale était Aryeh Deri, qui a distribué par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur 700 millions de shekels avec des cartes alimentaires. C'est ce qui manque aujourd'hui au sein de cette coalition. Alors, on arrive à la fin de cette émission, Yossi Taïeb. Et pour terminer, j'aimerais faire un petit peu de provoque. On est là pour ça. On est là pour ça. Non, mais ce que je voudrais vous dire, c'est, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un parti effectivement orthodoxe, religieux, séfarade. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il n'a pas manqué beaucoup dans au camp national, au camp de la droite, pour pouvoir effectivement accéder et créer et faire une coalition. Est-ce que ce n'est pas chaque parti individuellement qui doit faire et qui doit se remettre en question et qui doit faire l'effort de voir qu'est-ce que lui pourrait faire pour qu'on ne se retrouve pas dans ces situations-là? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a eu des mêmes scénarios qui se sont répétés 4 fois. On aurait pu aller comme ça encore longtemps. Et puis, effectivement, le camp de droite ne parvenait pas, Bibi à sa tête, à former une coalition. Est-ce que ce n'est pas aussi dans l'intérêt de Chasse aujourd'hui de se moderniser un petit peu, de s'ouvrir et d'ouvrir sa porte à des femmes religieuses, à faire en sorte que, effectivement, vous sortiez de cette image sectorielle en intégrant au sein de votre équipe des femmes de volonté, des femmes compétentes, parce que c'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles doivent être là, il faut aussi qu'elles aient les compétences, mais surtout, ça voudrait dire qu'elles pourraient vous faire gagner 1, 2, pourquoi pas 3 mandats, parce qu'il y aurait une nouvelle population qui pourrait voter et se reconnaître, surtout chez les francophones, dans vos idées et dans vos valeurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous modernisez pas dans ce sens pour pouvoir, effectivement, il manquait ces 3-4 mandats que vous auriez pu peut-être en avoir 2, vous déjà, si vous étiez plus ouvert? Je vais vous répondre très clairement, je vais vous faire une déclaration. En ce qui concerne la rentrée de femmes au sein du parti, c'est une question qui a été proposée il y a de ça quelques mois par Aryeh Deri à la commission des rabbins du parti. Les choses sont claires chez nous. Contrairement à Yemina, par exemple, chez nous, lorsqu'on a des questions clés, comme celle-ci, par exemple, on étale tout devant le comité rabbinique du parti. Pour tout vous dire, jusqu'à ce jour, et la question a été posée il y a quelques mois, elle est encore étudiée. C'est-à-dire que Chasse aujourd'hui ne dit pas non, et on ne veut pas en entendre parler. Aryeh Deri a mis ça sur la table. Cette question est étudiée. On aura peut-être des réponses au sein de la prochaine Knesset. Encore une fois, toute décision qui sera prise par le comité rabbinique sera appliquée par Aryeh Deri et par nous, les députés du parti. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Chasse, son électorat est très 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 différent. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'on se fait passer pour un parti séfarade, orthodoxe, mais si vous analysez les électeurs de ce parti, on parle d'électeurs qui sont dans la majorité, oui, séfarades, mais pas orthodoxes, voire beaucoup de traditionalistes qui se voient au sein de ce parti. Tout d'abord, je pense, pour sa ligne politique qui est très droite. Et très sociale. Très droite et droite, oui. Et très sociale. À droite et très sociale. Je pense que, pour être très franc, il n'y a pas de parti qui ne doit pas faire
devoir essayer de faire des réflexions et de se voir D'avancer, d'évoluer et de voir où est-ce que ça ne va pas. Je ne dis pas que tout chez nous est au top, il y a beaucoup de choses à travailler. Une des choses que Harry Déry a pris la décision de travailler, c'était de faire rentrer de nouvelles forces, des jeunes au sein du parti. Je pense qu'il l'a fait d'une manière admirable. Et ce n'est pas fini. Je pense que Harry Déry veut faire évoluer le parti, faire rentrer de nouvelles forces, faire rentrer des représentants aussi de nouvelles communautés, non pas pour la force électorale, mais je pense aussi pour ce qu'elle représente. Harry Déry voit par exemple dans la communauté francophone, dans la Aliyah francophone, comme je le disais au départ, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui, cette Aliyah peut amener beaucoup à la société israélienne, par exemple la façon dont il vit son judaïsme. Cette allergie à cette identité à ces étiquettes, je pense que ce rapprochement de Harry Déry vers la communauté francophone, c'est entre autres aussi pour ça. Et aussi, c'était merci d'abord d'être venu, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir participé à ce Entre nous soit dit. Moi, je reste sur ces dernières paroles où c'est une éventualité que Chasse s'ouvre à faire entrer des femmes au sein du parti, que c'est étudié. On espère, moi j'espère l'avoir se concrétiser. Merci à vous de nous avoir suivis, mais aussi à très bientôt. Merci à vous. Je vous dis Be'atzlacha au sein de cette opposition. Opposez-vous fortement, vous êtes là pour ça. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs de Tandem. Je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel Entre nous soit dit, avec un nouvel invité, avec de nouveaux sujets. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir Yossi. Au revoir. Merci.